A toujours dit, je viens de l'Action française, mais justement la noblesse de mon cheminement, c'est que je suis arrivé vers la gauche. Oui. On pourrait dire d'ailleurs que le cheminement de Gaulle est inverse. Il vient d'une grande famille très bourgeoise, probablement pas Action française, mais enfin, il a dû avoir une jeunesse un peu plus de gauche, vous croyez? Il n'a jamais été antisémite, le général de Gaulle, jamais. Et c'est pas parce qu'il aurait lu à l'époque l'Action française que pour autant il aurait été maurassien. Et puis encore que Maurras, il suffirait de lire avant d'en parler pour pouvoir dire ce qui n'est pas intéressant chez lui. Son antisémitisme est évidemment indéfendable. Sa haine de l'Allemagne, sa haine rabique de l'Allemagne et de l'Angleterre, ça n'a aucun sens. Mais il y a chez Maurras matière à penser et à réfléchir. Et il y a chez François Mitterrand une cohérence que je dirais pour le coup maurassienne. Et je tiens, oui, absolument à cette hypothèse. Au moment de... Alors, attendez, moi je suis un peu agacé par cette idéalisation absolue du général de Gaulle. Bon, tout le monde est gaulliste en 2020, on l'a compris, mais c'est vrai qu'alors on voit fleurir. Alors attention, De Gaulle payait 7 timbres lorsqu'il postait une lettre. Après, il y a une espèce de fétichisme gaulliste qui était presque un peu inquiétant. Il allait lui-même acheter ses baguettes de pain, donc on imagine De Gaulle en train d'aller à la boulangerie en face de l'Élysée acheter son pain, etc. Bon, il y a toujours une espèce de genre. La réalité, c'est que De Gaulle, c'est pas cet homme parfait. Il y a eu cette phrase sur Colombelle et de Mosquée qu'on lui reproche aujourd'hui. La phrase, c'est la phrase rapportée par Perfit. Bon, c'est parfait. Il y a eu, puis plus sérieusement, maintenant on va parler politique, il y a eu sur l'affaire algérienne des soubresauts, des renoncements, des trahisons. De Gaulle, c'est pas cette espèce d'homme suprême qu'on nous raconte. C'est aussi quelqu'un qui a commis des erreurs politiques, des trahisons. Je ne sais pas qui raconte ça. Moi je dois être gaulliste depuis l'âge de 8 ans, depuis que j'ai vu dans un livre d'histoire la France a perdu une bataille. Mais De Gaulle n'a jamais fait de faute. La France n'a pas perdu la guerre. Il n'a jamais fait de faute politique. Mais non, mais c'est tout à fait le contraire. Moi, j'ai toujours jamais dit que De Gaulle n'avait jamais commis de faute, ne s'était jamais trompé. Ça n'est pas vrai. J'ai une grande admiration pour Napoléon. Je pense qu'il a commis des fautes. Tout ça serait absurde. Enfin, le gaullisme, c'est pas le culte de la personnalité, c'est pas le culte stalinien de la personnalité, c'est pas le grand timonier. Bon, il n'a jamais d'ailleurs prétendu être parfait. Il avait tous les défauts du monde, simplement les vertus et les qualités et les services rendus au pays sont largement supérieurs à tous ces défauts. Après, est-ce qu'on n'est pas dans une approche... C'est la question que je vous pose à tous les deux. Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'approche fétichiste dangereuse? Ce culte de la Croix de Lorraine fait qu'aujourd'hui, finalement, on a l'impression que De Gaulle a un peu stérilisé la vie politique française. Depuis le gaullisme, il n'y a plus rien. Vous plaisantez. Moi, il n'y a pas si longtemps, quand on venait sur un plateau de télévision et qu'on demandait à un homme politique de se définir, ou quelle était sa référence, et qu'on disait gaulliste, je l'ai prouvé à mes dépens, vous répondez, mais tout ça, quand même, c'est une vieillerie, vous comprenez, plus personne ne peut comprendre ça, c'est de l'histoire passée, c'était très bien à l'époque, mais voilà, je répondais en général, c'est très intéressant, mais vous ne dites pas ça du socialisme, qui est une idéologie du 19e siècle, ni de libéralisme, qui est une idéologie du 18e siècle. C'est pas une idéologie. Est-ce que ça existe, le gaullisme? À part l'idée de résistance, résister, bon, voilà. C'est déjà beaucoup. Sans doute. Ça fait déjà beaucoup, parce que entre l'idée de résistance et l'état d'esprit pétainiste, il y a quand même une différence de destin pour la France. D'ailleurs, il y a une affiche politique du Front National il y a quelques années où on voit le visage du général de Gaulle avec comme slogan l'esprit de résistance. Pour vous dire que De Gaulle est aujourd'hui entre les mains de tout le monde, de la gauche à la droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais après, il y a cet abîme entre les mots et les choses chez les politiciens. Le socialisme que vous avez évoqué, idéologie du 19e siècle, il a des fondements. Il y a une internationale socialiste, il y a des programmes politiques. Quid du programme politique? Qu'est-ce que c'est le gaullisme? Il y a un gaullisme très social, le gaulo-communisme d'après-guerre qui va accoucher du programme du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, etc. Il y a un gaullisme avec Jacques Rueff à l'époque du Francfort, qui est d'inspiration plutôt libérale. Donc il y a un gaullisme très droitier, celui des années 60, du De Gaulle président, qui s'entendait très mal avec la CGT, etc., qui était assez droitier, contrairement à celui de l'immédiate après-guerre. Il y a eu plusieurs gaullismes. Non, il n'y en a qu'un, c'est le souverainisme.
Et c'est essentiellement souverainiste. C'est-à-dire que l'histoire du tout le monde est gaulliste, c'est vite balayé. Vous savez, quiconque a voté oui à Maastricht n'est pas gaulliste. C'est déjà très clair. Tous les gens qui pensent que la souveraineté ne doit pas être nationale mais européenne sont des gens qui ne sont pas gaullistes. Donc entre ceux qui disent qu'ils sont gaullistes et puis ceux qui le sont véritablement, c'est facile de balayer. Donc vous pouvez facilement le RPR de Chirac, celui de Sarkozy, enfin l'UMP, le Parti socialiste de Mitterrand après 83 jusqu'à celui d'aujourd'hui, le Parti communiste, enfin tous ces gens-là sont des individus qui ne peuvent pas se réclamer du général de Gaulle. Ils ne peuvent pas. Parce que le souverainisme, c'est l'art de dire nous devons pouvoir conduire notre barque parce que c'est la nôtre. Et si vous faites la biographie du général de Gaulle sous l'angle du souverainisme, vous apercevez que dès les années 30, quand il a une théorie qu'on dira polémologique, science de la guerre, sur les blindés, sur l'armée moderne, une théorie du moteur, une théorie extrêmement intéressante. C'est une théorie souverainiste. Il faut que l'armée française soit souveraine. Par la suite, le 18 juin, c'est quoi? Allègrement pompé d'ailleurs par l'armée allemande juste avant l'invasion. Quand Guderian arrive avec ses chars, il s'est fait traduire effectivement les textes du général de Gaulle, qui fait une synthèse. Il y a des gens qui ont déjà écrit sur cette question du blindé. Mais souverainisme à ce moment-là, souverainisme le 18 juin, quand il nous dit mais ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Donc non, appel du 18 juin, c'est le souverainisme. Souverainisme quand il dit mais il n'est pas question que des partis fassent le pouvoir, quand en fait c'est la France qui doit le faire. Donc dans son retour au pouvoir en 46, souverainiste avec la question de l'arme nucléaire, la possibilité de dire mais on ne choisira pas entre l'Union soviétique et les États-Unis, mais on choisira pour la France parce que la France doit être autonome indépendante. Sa théorie de l'Europe, qui est une Europe des nations et pas du tout une Europe fédérale avec dilution et dissolution des nations, tout ça, c'est le souverainisme. Le souverainisme du peuple en même temps. Parce qu'en 69, je vous rappelle que quand il s'en va, c'est parce que le peuple lui a dit on ne veut plus de vous. Regardez Mitterrand, à chaque fois qu'on lui a dit on ne veut plus de vous avec un référendum, il est resté. Chirac, il est resté. Et puis. Qui sont, je vous écoute, j'essaie de m'imaginer, qui sont aujourd'hui, justement en reprenant votre idée, les personnes qui trouveraient grâce aux yeux de Gaulle, ou en tout cas de la vision que vous avez de nos politiques. Je sais pas, Chevènement serait-il gaulliste dans son attitude politique? Marine Le Pen, qui clame qu'elle est souverainiste, après tout, elle remplirait les critères que vous évoquez. Marine Le Pen, non, elle n'est pas souverainiste. Elle n'est pas souverainiste. Non, elle a une théorie tout de même assez vague, et puis je dois dire une conception de l'histoire qui est un peu étroite, c'est-à-dire que quand elle dit le 18 juin, je vais honorer le général de Gaulle à l'île de Saint, et qu'on lui dit, ben non, et on ne va pas lui laisser rentrer, lui laisser arriver sur l'île, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ah ben, je vais les avoir, je suis bien plus maligne qu'eux, je vais le 17 juin célébrer le général de Gaulle. Sauf que le 17 juin, c'est le jour anniversaire du discours du maréchal Pétain. Donc tout ça n'est pas très malin, et je dois dire qu'elle veut bien être gaulliste si on veut, si ça lui permet d'arriver au pouvoir. Il y a un opportunisme chez Marine Le Pen, mais il y a une constante chez son père qui est vraiment la haine du général de Gaulle et la haine du gaullisme. Il faut lire les 2 tomes des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est vraiment une pensée d'extrême droite et c'est vraiment une pensée gaulliste. D'ailleurs, c'est une pensée anti-gaulliste. C'est d'ailleurs un marqueur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais l'extrême droite a toujours détesté le général de Gaulle. C'est le cas de notre ami Mitterrand. Et il y a une autre famille politique qui a toujours détesté de Gaulle. C'est le centre droit incarné par Giscard d'Estaing. Existe-t-il toujours ce centre droit? Oui, sans doute. Dont on a dit, souvenez-vous, Henri Guénaud, que Giscard d'Estaing avait eu quelques amitiés avec l'OAS. Beaucoup d'historiens l'écrivent aujourd'hui. En tout cas, les Républicains indépendants, qui étaient son parti, rassemblaient des gens qui venaient effectivement de l'Algérie française, parfois de l'OAS. Pas que ça, mais il y en avait, ils étaient là. En tout cas, c'était dans ce parti qui les recueillait. Mais je crois que ça ne sert pas à grand-chose ici aussi de faire la typologie des familles politiques. D'abord parce qu'il n'y a plus beaucoup de familles politiques dans notre paysage, et c'est un des grands drames de ce moment d'histoire que nous vivons. Alors il y a une famille politique, on peut dire le Rassemblement national, qui puise, en tout cas dans ses racines, qui s'enracine dans ce que Michel Onfray appelle l'extrême droite et son histoire, même si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui votent pour le Rassemblement national ne se reconnaîtraient pas dans ces racines-là. Mais le Parti communiste n'existe quasiment plus et défend des thèses, parfois, pas tous les communistes, mais beaucoup des thèses qui sont communautaristes, qui n'ont rien à voir avec ce qu'a été le Parti communiste et avec ses propres références philosophiques et historiques. Le Parti socialiste, c'est totalement dissous, c'est plus une famille politique. Je parlais de Chevènement tout à l'heure. Quel est le rapport entre un Chevènement, donc je ne sais pas si gaullisme, il a été gaulien pendant à peu près toute sa vie politique, et puis des sociolibéraux ou des partisans du racialisme,
décolonialisme, de la culpabilisation de l'Occident. Enfin, tous ces gens n'ont pas grand-chose à faire ensemble. Ils ne forment plus une famille politique. Quant à mon ancienne famille politique, moi, je suis rentré dans un parti la première fois que j'ai adhéré, c'était le RPR du début des années 80. Il y avait encore des Mesmer, des Chaban, des Debré, des Guichard, des Guéna, enfin, des Pasqua, des Séguin. Guéna ou Chaban, le 17 juin, ils étaient déjà quasiment partis dans la résistance. Chaban, il s'en va, il quitte en entendant le discours du maréchal Pétain. Il est dans une base militaire dans le nord de la France, et avec un ami, il vole une moto, et il va à Marseille, ils vont à Marseille, il s'embarque sur un bateau en clandestin, sur un bateau italien, il le détourne pour aller à Londres, voilà, et il sera après à Bir Hakeim, etc. Donc on a changé complètement d'univers. Ces familles-là, aujourd'hui, n'existent plus. Juste une remarque. Elle nous nourrit, cette nostalgie, elle nourrit les amoureux d'histoire. Mais est-ce qu'elle nourrit la politique Oui, non, mais elle ne nourrit pas la politique. Aujourd'hui, c'est pour ça que la politique est Macron est tellement loin. Macron, générationnellement, je ne tiens pas à dire du mal de Macron, mais générationnellement, il est tellement loin du général de Gaulle. Ce n'est pas une question de génération. Ça n'est pas une question de génération. Pourquoi la politique française aujourd'hui, qu'elle soit dans la majorité au gouvernement, dans l'opposition ou ailleurs, pourquoi est-elle si pitoyable? C'est parce qu'elle est devenue tellement superficielle, tellement politicienne au sens où l'entendait le général de Gaulle, c'est-à-dire elle cherche juste à faire des voix, à se faire élire, elle n'a plus de racines philosophiques, spirituelles, et la politique, elle tire toujours, qu'on le veuille ou non, ses racines de l'histoire. Hein. Les familles politiques françaises, elles avaient une histoire, elles avaient des racines historiques qui se confondaient avec des racines philosophiques. Alors, revenons d'un mot sur le gaullisme. Le gaullisme, ça n'a jamais été une doctrine, ça n'a jamais été un catéchisme. Le général de Gaulle s'est toujours refusé à ce que l'un ou l'autre de ses compagnons écrivent une doctrine du gaullisme. Je suis un homme qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde. Oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire être gaulliste aujourd'hui? Bon, moi, je ne prends pas à mon compte le mot souverainiste, même si je partage beaucoup de choses avec ceux qui l'utilisent, mais parce que pendant le souverainisme, il y a l'idée que la souveraineté est une fin en soi. Alors, elle est un moyen pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire une certaine idée de la France. Le général de Gaulle, il commence ses mémoires de guerre par une certaine idée de la France, pas par une certaine idée de la souveraineté française. Elle est indissociable, mais voilà, si la souveraineté française conduit demain à un régime fasciste, je combattrai mon propre pays. Voilà. Je veux dire que voilà, mais c'est une différence de vocabulaire, pas de fond. Le gaullisme, c'est quelque chose de très profond, ce qu'incarne le général de Gaulle, à la suite de beaucoup d'autres dans l'histoire de France. Hein. Vous savez, Roosevelt, pour se moquer de Gaulle, qu'il détestait, disait: il se prend pour Jeanne d'Arc et pour Napoléon. Non, il s'est jamais pris pour Jeanne d'Arc et pour Napoléon. Il n'a jamais essayé d'imiter ni Jeanne d'Arc ni Napoléon. Il en était le continuateur, c'est-à-dire le continuateur de ces gens qui, dans l'histoire de France, ont par tous les moyens, parfois désespérément, essayé de maintenir la France envers et contre tout. Voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, plus profonde encore, que Malraux a très bien exprimé quand il dit le gaullisme, c'est la force du nom. Du nom N-O-N, hein, dans l'histoire. Vous savez, Auglière, il dit: l'esclave dit toujours oui. De Gaulle incarne ce très vieux courant philosophique, cette conception de la dignité humaine qui oppose un refus obstiné à tout ce qui menace d'asservir un peuple ou un homme. C'est le nom du 18 juin. Et c'est le nom, ce sera aussi de façon moins dramatique, le nom qu'il exprime par la politique de la chaise vide quand il juge que Bruxelles, quand il juge que les intérêts de la France ne sont pas respectés par ses partenaires, et il dit: je viens plus jusqu'à ce que la France ne sera plus là, jusqu'à ce qu'on reconnaisse ses intérêts vitaux. C'est le nom qu'il oppose aux Américains quand il dit: je sors des organes militaires intégrés parce que je ne veux pas, non pas de l'Alliance, l'Alliance atlantique, je suis un allié, mais je ne veux pas être entraîné, je veux pas que la France soit entraînée dans une guerre dont elle ne voudrait pas. Et les noms du général de Gaulle, il les pense toute sa vie, toute sa vie. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça l'essence même du gaullisme. Et c'est derrière, il l'a toujours dit d'ailleurs, c'est vraiment une idée de l'homme, de sa dignité et de sa liberté qui est en jeu dans le gaullisme. Henri Guénaud, vous restez avec nous, mesdames, messieurs. Dans un instant, je reviendrai vers Michel Onfray avec cette idée: est-ce qu'un parti gaulliste
fait encore sens aujourd'hui en France, un parti politique? Est-ce que De Gaulle appartient toujours, entre guillemets, à la droite, ou est-ce qu'il a dépassé ces clivages? Est-ce que ça transpire sur les autres territoires politiques, ou est-ce que c'est devenu un personnage supra-politique, c'est-à-dire qui dépasse même le champ du débat politique et qui est voilà, quasiment quelque chose de consubstantiel à l'âme française? Voilà les questions que nous évoquerons avec Michel Onfray dans un instant.